La nuit des champions. De 2007, où tous les titres sans exception avaient été défendus, notamment celui de champion du monde poids lourd dans un match entre Edge et Batista, en passant par 2009, où Jeff Hardy battait CM Punk pour ce même titre, et jusqu'à cette année, où la ceinture a fait son retour dans un excellent tournoi qui s'est clôturé le week-end dernier, cet événement a toujours attiré tous les regards. Si cette année, l'intégralité des ceintures n'ont pas été défendues, le show présenté en direct de Jeddah en Arabie Saoudite a tout de même régalé et a sans aucun doute marqué l'histoire, et il est l'heure de revenir ensemble sur l'excellent show qu'a été Night of Champions 2023. La WWE nous avait annoncé pour ce show 3 main events avec le match entre Cody Rhodes et Brock Lesnar, celui pour les titres par équipe avec Sami Zayn et Kevin Owens contre la Bloodline représentée par Solo Sikoa et Roman Reigns, et enfin le match attendu de tous, la finale pour le titre de champion du monde poids lourd opposant Seth Rollins à AJ Styles. Mais en réalité, et même si la WWE essaye de nous faire croire le contraire, le seul vrai main event c'est celui qui clôture la soirée, et si je voulais croire que le titre de champion du monde poids lourd allait avoir cet honneur, c'est en réalité lui qui ouvre le show. Je trouve ça assez décevant personnellement, parce que c'est tout de même une nouvelle ceinture qui doit démarrer avec beaucoup de prestige, et le fait d'ouvrir le show avec ce match n'était selon moi pas forcément le meilleur choix. En plus de ça, on a appris après le show que le titre n'entrait pas directement dans la lignée de la Big Gold Belt qu'on avait connue entre 2012 et 2013, et que le nouveau champion démarre donc une nouvelle lignée, ce que j'avoue j'ai du mal à comprendre. Mais bon, assez parlé du négatif, en réalité le match ouvre le show pour permettre à Seth Rollins d'aller clôturer le tournage du film Captain America dans lequel il va apparaître, et en plus un match entre Rollins et Styles ne pouvait pas décevoir, et c'est donc l'heure d'en parler. En ce qui me concerne, j'ai trouvé le match très long, bien qu'un petit peu lent au début, et surtout j'ai eu du mal à me mettre dedans parce que même si l'enjeu était grand, la construction reste celle d'un simple tournoi, mais heureusement le fait que les deux hommes se connaissent parfaitement ainsi que leurs talents respectifs a rendu le tout absolument excellent. Pas d'énormes spots ni de dégagements successifs de finishers, juste un bon match avec deux hommes qui tentent de placer leurs prises de finition respectives mais n'y arrivent pas, et tentent alors de remporter le match avec des prises impactantes mais moins décisives. Rollins va sur la fin vendre une blessure au genou qui pour le coup m'a vraiment fait m'inquiéter, et Styles va travailler dessus immédiatement pour faire douter les fans. Bref, les deux hommes ont clairement été à la hauteur des attentes. Finalement, après avoir échoué une première fois à placer son stomp, Rollins parvient à placer un nouveau pedigree suivi d'un stomp au centre du ring pour river les épaules de AJ Styles et devenir le premier champion du monde poids lourd. Évidemment, je trouve que c'est un excellent choix, c'était d'ailleurs mon pronostic à la base depuis l'annonce de la ceinture, et Rollins mérite bien sûr un titre après tout le travail qu'il a fourni, et je suis sûr en plus qu'il va amener à la ceinture tout le prestige qu'elle mérite. J'ai hâte de voir contre qui sera sa première rivalité, et pour le coup, si la ceinture était déjà stylée en tant que telle, elle rend parfaitement bien autour de la taille de Rollins qui se l'est en plus fait donner en main propre par nul autre que Triple H. Franchement, rien à dire autant sur le match que sur le résultat, c'est parfait, il n'y a plus qu'à laisser Seth Rollins faire ce qu'il sait faire de mieux pour donner de la valeur à cette ceinture. Juste un petit point rapidement sur AJ Styles, j'avoue que je m'inquiétais un petit peu à la fin du match parce que je me suis dit qu'il allait simplement retourner à SmackDown pour faire équipe avec DOC, mais au vu de ce qui s'est passé à Raw, je pense quand même que la WWE va avoir l'intelligence de remettre Styles en avant du côté de SmackDown, ce qui en soi est totalement logique parce que même si c'est pas lui qui a remporté le tournoi, il est quand même arrivé jusqu'en finale. Il est l'heure de passer à la suite du show avec un match pour lequel je n'avais à la base aucun intérêt, Becky Lynch contre Trish Stratus. L'histoire entre les deux a débuté après que la Hall of Fameuse s'en soit pris à Becky et lui ait demandé de la remercier, sous-entendant que c'est grâce à elle que des femmes comme Becky peuvent avoir du succès aujourd'hui. Évidemment, un match a été organisé à Night of Champions pour régler l'histoire. Et pour le coup, si à la base le match ne m'intéressait pas, malgré le talent des deux femmes et le fait que Stratus, malgré ses absences prolongées, ait toujours un bon niveau dans le ring, la manière dont l'affrontement s'est déroulé et surtout la manière dont il s'est conclu m'a totalement convaincu. J'imagine qu'on est vraiment là sur le dernier run de Trish et qu'elle veut finir en beauté avec un passage de flambeau, et c'est totalement ce que les catcheurs et catcheuses à la retraite doivent faire, et si pour le coup j'avais aucune attente pour le match et que je m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé à la fin, j'en suis quand même hyper content. Après un match disputé, avec Trish qui fait preuve d'une sacrée brutalité, celle-ci tente de s'échapper sous le ring ou du moins d'attraper quelque chose, mais Becky Lynch l'en empêche. La catcheuse irlandaise remet alors son adversaire dans le ring pour continuer le match, mais alors que l'arbitre a le dos tourné, Zoe Starks, une ancienne catcheuse de NXT récemment arrivée dans le roster principal, sort de sous le ring et s'en prend à Becky. Elle lui place son finisher et la renvoie dans le ring avant d'aller à nouveau se cacher, permettant à Stratus de placer son Stratus Faction pour la victoire, laissant Becky le visage ouvert au centre du ring après une défaite décevante. Et pour le coup, à la base, je ne voyais aucun monde dans lequel Becky pouvait perdre. Trish n'avait aucunement besoin d'une victoire et l'histoire n'allait selon moi pas aller plus loin qu'un simple passage de flambeau, mais finalement, la WWE veut nous raconter beaucoup plus et ça marche très bien. Avec Trish Stratus à ses côtés, Zoe Stark gagne non seulement en crédibilité, mais elle a également l'occasion de se lancer en rivalité contre
contre Becky par la suite, ce qui est un grand coup pour quelqu'un qui vient à peine d'arriver dans le roster principal. Et du coup, avec ce dernier run, Stratus met non seulement en avant le présent avec Becky Lynch, mais également le futur avec Zoey Stark qui marque un grand coup et se place directement dans une vraie histoire plutôt que d'enchaîner les matchs random à la télé, et pour moi, c'est juste parfait. Avec ce match et cette fin, elles ont donc réussi à convaincre beaucoup de gens, y compris ceux qui, comme moi, s'en foutaient complètement à la base, et c'est parfaitement joué, donc pour le coup, je peux juste dire bravo. Et puisqu'on parle de choses bien faites et que jusqu'à présent le show est selon moi un sans faute, il est l'heure de continuer sur ce chemin avec le match suivant. Mustafa Ali tente l'impossible en défiant Gunther pour le titre intercontinental. Ce dernier est champion depuis plus de 400 jours, il a un règne absolument monstrueux et détruit tous les challengers qui se placent sur sa route, et au vu des dernières histoires de Mustafa Ali, on était clairement tous convaincus que celui-ci allait se faire écraser. Alors, spoiler, oui, c'est un petit peu ce qui s'est passé en finale, mais pour le coup, il y a beaucoup plus que ça. Personnellement, avec la promo de Ali Haro qui avait été interrompue par Lesnar qui lui avait littéralement dit de s'acheter une vie, et malgré cette promo vraiment cool qu'il avait fait dans sa voiture sur Twitter, je m'attendais à un match de quelques secondes, peut-être grand max 1 ou 2 minutes, et pourtant on a eu bien plus et on a eu selon moi exactement ce qu'il fallait. Ali a montré de très belles choses dans ce match, à commencer par sa résistance et sa motivation, puisqu'il a pris le dessus en début de match en surprenant Gunther et il a réussi à se dégager de grosses prises, mais surtout il a failli créer la surprise en calant une grosse powerbomb suivie d'un 450 splash sur le champion sous l'ovation de la foule qui y croyait vraiment. Et c'est ça qui est cool avec un champion comme Gunther, je trouve. Il peut autant avoir des matchs très courts que des matchs disputés ou des matchs comme celui-ci où on pense tous savoir ce qui va se passer, mais où son adversaire arrive à nous faire douter, et Ali était pour le coup le candidat parfait. En plus de ça, il était grandement soutenu par le public, ce qui rendait la chose incroyable, et même si après nous avoir fait espérer une seconde fois, il a dégusté un énorme dropkick pour une powerbomb et a perdu le match, Mustafa Ali ressort grandi de cet affrontement, et j'espère que de grandes choses l'attendent. Parce que oui, c'est bien, Mustafa Ali est très bon dans ce rôle d'underdog qui ne baisse jamais les bras et qui persévère, hein, c'est très bien, mais tôt ou tard, il faudra quand même lui donner quelque chose, hein. Il avait fait la même performance contre Lashley il y a quelques temps, il résiste cette fois-ci contre Gunther, et je pense sincèrement qu'il mérite un jour d'avoir ce moment où la WWE appuie sur la gâchette, et où après nous avoir fait espérer, il réussit cette fois à conclure et à remporter un titre. Et puisqu'on parle de titre, il va être l'heure d'aborder le match suivant, dont pour le coup, le résultat m'a grandement surpris. Bianca Belair, championne depuis plus de 400 jours, défend son titre de championne de Raw contre Asuka. Pour moi, il n'y avait à ce moment-là aucun doute. Même si Asuka était une challengeuse très crédible pour le titre de championne et que des rumeurs d'une pause pour Bianca Belair circulaient depuis quelques temps, il n'y avait aucun doute quant au fait que celle-ci conserverait sa ceinture. Du coup, même si j'aime bien les deux et qu'elles sont très talentueuses et elles l'ont d'ailleurs prouvé à nouveau ce week-end avec un match d'une grande qualité, j'ai personnellement eu un peu de mal à me mettre dans le match. Pourtant, encore une fois, c'était très cool. Asuka qui tente toujours d'utiliser son mist en hommage au Great Muta, c'est parfait, mais le fait que la championne esquive, ça ne faisait que me convaincre que celle-ci allait conserver sa ceinture. Et pourtant, après avoir tout essayé, y compris d'utiliser ce poison aveuglant, Asuka puise dans son arsenal d'idées malsaines et s'asperge les doigts du mist, laisse Bianca la saisir pour son KOD et lui étale le liquide brûlant dans les yeux alors que l'arbitre ne peut pas la voir, forçant la championne à lâcher la prise et lui envoyant immédiatement un coup de pied dans la tête puis dans la nuque pour la couvrir et mettre un terme à la suprématie Belair. Pour moi, c'était le choix parfait. Belair a enchaîné les défenses de titre depuis WrestleMania 38, apparaissant très régulièrement et étant une face majoritairement appréciée par les fans, mais son règne commençait maintenant un petit peu à s'épuiser. En plus de ça, c'est normal qu'elle ait besoin de repos, donc cette défaite va sûrement lui permettre de faire une petite pause, mais ça va aussi selon moi permettre peut-être un échange de ceinture entre Asuka et Rhea Ripley pour remettre les titres dans les bons shows. J'ai extrêmement hâte de voir ce que l'avenir réserve à Asuka, j'espère une rivalité contre Io Sky dans les prochains mois, surtout avec la récente blessure de Dakota Kai, ce serait l'occasion pour Io de se lancer en solo. Et en ce qui concerne Belair, si certains parlent d'un retour en heel, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire puisque la WWE a du mal à avoir des vrais faces dans leur division féminine, mais quoi qu'il en soit, elle a maintenant une pause bien méritée et j'ai hâte de voir où tout ça va la mener. Puisqu'on est sur la division féminine, c'est l'heure de continuer rapidement avec le match suivant, cette fois-ci pour le titre de SmackDown remis en jeu par Rhea Ripley contre celle dont c'était l'anniversaire ce soir-là. Je parle évidemment de Natalya. Et les deux femmes ont donc eu un Ah ben non, attendez, en fait, juste le temps que je dise ça, le match est déjà fini, j'ai plus d'image en fait. Oui, vous vous en doutez, le match a été expédié plus vite que Eric Escobar lors de son run en 2010, puisqu'en à peine plus d'une minute, Rhea Ripley écrase Natalya et conserve son titre pour continuer son règne. Et puisque ce match était très court et qu'il n'avait en réalité pas grand intérêt, on va pouvoir directement passer à la suite. On en a parlé en début de vidéo, la WWE nous avait promis 3 main events, on a ouvert la soirée avec un d'entre eux et il est l'heure de la clôturer avec les deux derniers, à commencer par le premier match entre Cody Rhodes et Brock Lesnar. Ce match et même cette rivalité a fait beaucoup parler et souvent plus en mal qu'en bien, mais j'ai vu passer quelques avis dont un avec lequel je suis extrêmement d'accord et dont j'aimerais parler rapidement. Évidemment, beaucoup de gens espéraient voir Cody gagner à WrestleMania, et pour être honnête, évidemment j'en faisais partie. Et beaucoup sont déçus aujourd'hui de le voir se lancer en rivalité contre
Brock Lesnar en vue de lui faire rencontrer encore plus d'adversité dans sa quête du titre de champion du monde. Mais en réalité, ce qu'il faut voir, c'est que si nous, de notre œil, on peut voir ça comme quelque chose d'ennuyant ou de forcé, les jeunes ou les gens qui découvrent le catch et qui sont à fond derrière Cody Rhodes profitent à 100% de cette histoire. Et oui, on peut y voir des incohérences et on en parlera rapidement dans ce match, on peut être déçu et trouver ça répétitif, mais la réalité, c'est que ça marche. Cody est de plus en plus populaire, il a le rôle parfait du mec qui ne baisse pas les bras et qui combat l'adversité, et même si personnellement ça me parle un peu moins, je sais que ça fonctionne extrêmement bien avec une majorité du public. Et justement, ce qui s'est passé à Night of Champions le montre parfaitement. Bien sûr, on n'a pas eu un match exceptionnel, en tout cas pas aussi bon que le Cody Rollins à Hell in a Cell, même si on sentait une forte inspiration avec Cody qui était censé faire ce match avec un bras cassé, mais on a quand même eu quelque chose de très bien. Alors oui, je sais, moi aussi je trouve ça un petit peu dommage de ressortir l'histoire de la blessure, d'autant que celle-ci est fausse contrairement à celle de Hell in a Cell, mais finalement, ce qui se passe n'est pas si déconnant que ça. On l'a vu quand il avait le pec déchiré pour de vrai, Cody a surpassé la douleur pour sortir un match de fou, et il a résisté malgré des attaques sur sa blessure, et c'est exactement ce qu'il a fait de nouveau samedi soir. Bon après, j'ai parlé d'incohérence, bien sûr qu'il y en a, hein, notamment le fait que Cody ne vende pas la douleur quand il envoie des gros coups de plâtre dans la tête de Lesnar, ou encore le fait que l'arbitre n'essaye même pas de l'en empêcher, alors que bon, on peut quand même remettre un petit peu en cause la légalité du truc, mais encore une fois, ça marche très bien. Bon finalement, après avoir résisté un bon moment et avoir refusé d'abandonner, Cody perd connaissance alors que Lesnar lui place son Kimura, donnant la victoire à The Beast et confirmant qu'on aura très certainement un troisième match avec, je l'espère, une stipulation. Alors oui, je sais, certains ont débattu de savoir si c'était réaliste ou pas de perdre connaissance à cause de la douleur dans un Kimura lock. Bon c'est bien beau, hein, mais enfin personne n'a jamais débattu de savoir si c'était possible de se faire enterrer vivant et d'en ressortir, et puis même, hein, personne n'a jamais débattu de savoir si Snitsky avait vraiment tué le bébé de Lita. Hein. Donc pour le coup, encore une fois, c'est une histoire qui nous est racontée, et l'objectif c'était de montrer à quel point Cody peut résister à la douleur, et c'est évidemment mission accomplie. Bien sûr, c'est pas la rivalité la plus passionnante, je trouve, hein, et Cody pourrait être dans un programme bien plus intéressant, mais tout ça sert à le construire encore plus fort auprès de tous, et franchement, ça marche très bien. J'ai quand même hâte de voir la belle, probablement à SummerSlam, et j'ai hâte de voir ce que Cody va faire pendant le restant de l'année, donc pour le coup, même s'il y a bien sûr beaucoup de défauts, c'était quand même un moment assez cool dont on peut tirer du positif. Mais allez, passons à la suite, puisque l'heure est grave, le main event approche, et après des semaines et des semaines de tension dans la Bloodline avec un Roman Reigns qui assiste impuissant à la destruction de son groupe, en partie par sa faute, il était temps pour le chef tribal de montrer aux Usos ce qu'était vraiment un leader, puisqu'aux côtés de Solo Sikoa, le chef tribal au règne de plus de 1000 jours tentait de remporter les titres par équipe. Face à eux se trouvaient Sami Zayn et Kevin Owens, les deux meilleurs amis qui avaient réussi à battre les Usos à WrestleMania pour ces mêmes titres, et qui se sont donné pour objectif depuis de nombreux mois de détruire la Bloodline. Pour le coup, leur projet fonctionne très bien, puisque les tensions entre les Usos et Roman Reigns n'ont cessé d'augmenter depuis la défaite des deux jumeaux à WrestleMania, et vous allez voir que Night of Champions n'a absolument pas permis d'apaiser ces fameuses tensions, bien au contraire. Pour revenir au match rapidement, Kevin et Sami se mangent une ovation incroyable, en particulier Sami Zayn, hein, qui fait son retour en Arabie Saoudite après plusieurs années d'absence à cause des tensions avec la Syrie dont il est originaire, et après avoir fait son entrée sous l'ovation du stade, celui-ci chauffe encore plus la foule en faisant les annonces en arabe dans un très grand moment. Suite à ça se lance un match toujours très bon évidemment, avec surtout un côté psychologique et beaucoup de moments de pause, de discussion et de cinéma comme toujours depuis le début de la Bloodline. Et justement, grâce à tout ça, ce match m'a fait encore plus prendre conscience d'à quel point Roman Reigns était fort dans tout ce qui est jeu d'acteur autour du match, donc en dehors des prises et du catch en lui-même, et c'est aussi ça qui justifie son règne aussi long. Il utilise en plus ses associés pour l'aider, ce qui ajoute à ce côté manipulateur qui lui a permis d'être au sommet pendant si longtemps. Mais vous vous en doutez, ce côté manipulateur qui a fait son succès va également être celui qui va causer sa chute, et celle-ci a commencé pour de bon pendant ce match. Comme dans la totalité des matchs de Roman Reigns, quasiment l'arbitre va prendre un coup et se retrouver au sol, et d'ailleurs la réaction de Roman Reigns est assez marrante, et c'est là que les choses vraiment importantes vont pouvoir commencer. Alors que Owens et Zayn ont le dessus et que Roman Reigns lutte avec Kevin Owens à l'extérieur, les Usos débarquent pour attaquer celui-ci et venir en aide à leur famille. Les deux frères montent dans le ring et s'en prennent à Sami Zayn, mais alors qu'ils s'apprêtent à placer un double super kick sur celui-ci, ils se baissent et c'est Solo Sikoa qui déguste de plein fouet la prise fétiche de ses deux frères. Roman Reigns voit évidemment ça depuis l'extérieur et rentre dans le ring pour hurler sur ses cousins, à qui il reproche déjà beaucoup de choses ces derniers temps et qu'il traite comme de véritables sous-fifres, mais cette fois-ci, c'en est trop pour Jimmy Uso. Lui qui pendant longtemps a été le plus fidèle allié de Reigns et qui voit celui-ci en train d'hurler sur son frère, craque complètement et envoie un super kick au chef tribal avant de dire à Jey Uso qu'il le soutient et qu'il fait simplement ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps avant d'enfoncer le clou avec un deuxième super kick pour sortir Roman Reigns du ring puis quitter la salle. Profitant de la situation et de l'absence de Roman Reigns, Owens et Zayn entrent dans le ring, combinent avec un stunner et un hell of a kick puis couvrent Solo Sikoa pour la victoire, conservant leur titre par équipe et ajoutant une défaite au palmarès de Roman Reigns. Certes, celui-ci n'a pas été couvert pendant le match, mais il a tout de même subi une défaite et n'a pas réussi à faire ce qu'il avait promis de faire, et il a en plus perdu
perdu 2 de ses plus précieux soldats, Roman Reigns voit petit à petit sa suprématie prendre fin et l'histoire qui nous est racontée est formidable. Sami et Kevin qui promettaient de mettre un terme à la Bloodline sont en train d'y parvenir, Jimmy qui était pendant très longtemps le plus fidèle bras droit de Roman Reigns n'en peut plus d'être traité ainsi et trahit le chef tribal, Solo est entre les deux et subit toutes les conséquences, Roman Reigns n'arrive plus à tout gérer et voit son monde s'effondrer, et Jey Uso quant à lui est tiraillé puisque d'un côté il a son frère avec qui il veut rester et aux côtés de qui il veut se battre contre leur cousin qui profite clairement d'eux, mais d'un autre il a un homme contre qui il a déjà tenté de lutter, seul certes mais contre qui il a tout donné en 2020 et dont il a aujourd'hui sûrement extrêmement peur puisqu'il sait qu'il est incapable de le battre. Bref, l'histoire est parfaite et j'ai très hâte de voir la suite. Night of Champions 2023 se conclut donc de la plus belle des manières, Sami Zayn et Kevin Owens sont toujours champions, la Bloodline s'effondre dans une histoire incroyable qui va continuer vendredi avec la célébration des 1000 jours de règne de Roman Reigns, et ainsi se termine un très bon show qui dénote vraiment de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir en Arabie Saoudite avec les shows WWE, et c'était vraiment un plaisir à suivre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas vous aussi à trahir le bouton like et s'abonner en leur envoyant un énorme super kick, et je compte également sur vous pour me donner votre avis sur Night of Champions dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé du show et des résultats des matchs, et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne Twitch et ma chaîne secondaire, les liens sont en description, et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin, et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.